Bonjour à tous, merci beaucoup de vous être déplacés. On va essayer de vous présenter donc, ce nouveau plaidoyer. On avait déjà fait ça, alors l'association Vélocité avait déjà fait ça en 2020. L'idée c'est de réitérer l'exercice pour essayer de faire entendre la voix des cyclistes et aussi des piétons. On a essayé de le remonter aussi sur cette question-là dans cette campagne. Donc en 2020, on avait lancé cette idée de plaidoyer, c'était nos prédécesseurs, c'était pas nous, et qui l'avait porté avec notamment l'idée de développer le réseau express vélo, qu'on appelle le REV. Et cette idée, elle a été retenue dans le troisième plan vélo de la métropole, qui a été adopté en 2021. Et même si les itinéraires pouvaient changer, les grandes lignes elles ont été reprises, donc on voit que l'association a réussi à porter ce message-là, on a été entendu. Et donc ce plaidoyer, il s'inscrit aussi dans cette histoire et avec cette envie de renouveler l'exercice pour qu'on continue à développer le vélo. Et aussi peut-être corriger aussi les petits écueils qu'on a pu voir dans la mise en place de ce plan vélo de 2021, qui a été voté en 2021. On a décidé de le co-construire avec d'autres associations de cyclistes pour qu'il ait vraiment cette ambition métropolitaine, beaucoup plus que Bordeaux centré, on va dire. Donc vous pouvez voir ici toutes les associations qui sont soutenues, notamment Cyclé Manivelle pour Bègles, mais aussi la Maison des Livreurs, qui nous paraissait intéressant de mentionner et d'intégrer à la réflexion. Les vélotaires tressois aussi. C'était aussi important d'avoir des associations où les habitants travaillent souvent dans la métropole, même s'ils ne sont pas dans le périmètre, pour avoir ce regard-là. Vélocité, donc, qui rayonne sur Bordeaux et aussi la rive droite. Et on a travaillé aussi avec le soutien d'autres maisons du vélo, comme Écurie-Cup, Léon Vélo, le Garage Moderne, ou même la recyclerie sportive. Donc c'est vraiment un projet collectif qu'on essaye de porter. Et l'idée c'est qu'il puisse aussi, grâce à moi qui est présent ici, par la suite se diffuser dans la société civile, au sein des associations, au sein des entreprises, et qu'on puisse poser un maximum sur cette campagne pour que la voix du vélo soit entendue. Le vélo s'est considérablement développé. Il n'y a pas un mois où il n'y a pas une augmentation du trafic vélo. Et pour nous aujourd'hui, l'idée c'est de convaincre aussi des nouveaux publics. Et on le voit, tous les sorts des vélos électriques, etc., des vélos cargo, ont permis de conquérir des nouveaux publics et de renforcer toute l'inclusivité du vélo, avec des personnes par exemple âgées qui ne pouvaient pas faire du vélo qui maintenant le peuvent, des familles qui ne pouvaient pas utiliser le vélo parce qu'elles avaient des enfants qui grâce au vélo cargo le peuvent. Et donc l'idée c'est aussi d'intégrer tout ça dans nos réflexions, et ce qui était peut-être l'exception en 2020 et qui aujourd'hui devient la norme, et qu'on puisse le prendre en compte aussi dans nos réflexions. Ce plaidoyer, on a décidé d'y intégrer aussi la marche, parce que trop longtemps les espaces piétons et les espaces vélos ont été mélangés. Et donc l'idée c'est qu'on puisse développer une vision pour les modes actifs, qui sont les usagers les plus vulnérables de l'espace public, en priorité évidemment les piétons, et aussi, ensuite les vélos. Ce plaidoyer, on a décidé donc de le développer en 7 grands piliers, qu'on va donc vous présenter un par un, avec différents intervenants. Donc le premier sera circuler dans la métropole, c'est-à-dire tout le réseau structurant, le réseau REV, circuler dans les quartiers, ensuite les quartiers, la vision qu'on développe pour les piétons, ensuite les écoles, parce que c'est ce qui nous paraît aussi intéressant, où on a les publics les plus vulnérables, où on a les familles, ensuite la question de l'intermodalité et du stationnement, et enfin, par rapport à tout ce qu'on a pu voir aussi sur le REV, où on a vu que certains standards qui avaient pu être votés en 2021 ne sont pas appliqués, et donc finalement par rapport au projet qu'on avait fait nous vendre, on est un peu déçu de certains aménagements où les standards ne sont pas respectés. On a voulu aussi se pencher, peut-être quelque chose un peu plus technique, sur la question du guide des aménagements, et comment on fait pour que cette belle ambition qui était le plan vélo de 2021, elle se réalise vraiment comme on le souhaite. Et on finira enfin sur le pilier numéro 7, qui est le plan vélo, qui est comment est-ce que cette vision que nous on développe, comment on peut la mettre en place, donc la mise en place politique au sein des communes, donc comment élaborer un plan vélo pour les élus. Au plaidoyer 2020, où on avait fait un bilan demi-mandat, certains élus ont pu mal recevoir le fait qu'on juge leurs engagements, et ils s'étaient engagés sur un projet global, et pas forcément mesure par mesure. Donc l'idée de ce plaidoyer, c'est de retenir aussi les erreurs qu'on a pu faire, nous bénévoles, parce qu'on n'est pas parfait, on fait aussi des erreurs, pour que les élus qui seront invités à se positionner sur ce plaidoyer puissent avoir quelque chose de plus souple dans les propositions. Donc ce plaidoyer, on propose que les élus ne s'engagent pas sur la totalité, mais qu'ils s'engagent mesure par mesure. Évidemment, on aimerait qu'ils prennent tout.
et qui puissent justement s'engager mesure par mesure, et selon les territoires, peut-être que certaines mesures peuvent être plus ou moins pertinentes, et puissent décider de ne pas s'engager, et on leur donnera aussi un espace d'expression libre pour qu'ils puissent préciser pourquoi ils ne souhaitent pas s'engager. Ça nous paraissait important. Et donc dans l'idée, Paul vous présentera à la fin, mais tous les engagements de tous les candidats de toutes les listes de la métropole seront recensés sur un site, et donc l'idée c'est que le grand public puisse comparer assez facilement les différentes listes et leurs engagements sur le plaidoyer. Ok, donc moi je vais vous présenter la circulation dans la métropole à travers 7 engagements métropolitains. Ici vous avez le rêve qui a été déployé à bord de lac. C'est pile poil ce qu'on attend. Pile poil ce qu'on attend sur les aménagements du rêve. 4 mètres, très confortable, des bordures pardonnantes et des angles qui sont très confortables. Autour de 20% de réalisés, plus ou moins, d'après nos chiffres bien sûr. On estime qu'il y a à peu près 5% du réseau qui est en travaux, une quarantaine de pourcents qui est à l'étude, et puis après il reste une bonne partie qui doit être étudiée à plus ou moins long terme. Sachant que l'ambition du rêve c'était d'être abouti en 2030. Donc on se dit que niveau délai on va être contraint, ça va être compliqué. Lorsqu'on échange avec la métropole, on nous parle plutôt aujourd'hui de 2032. Voilà. À noter, sur les 2 dernières années, 4 décès ont eu lieu sur les futurs axes du rêve. Donc pour nous, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que les axes ont été très bien identifiés et que la nécessité de déployer le rêve est importante. Et bien sûr, le deuxième élément, c'est que plus on attendra et plus les cyclistes seront en difficulté. Donc on attend vraiment le rêve avec impatience. Après ce que je viens de vous dire, on a 2 propositions à propos du rêve. Des propositions qu'on va soumettre aux candidats et candidates. Donc l'idée c'est de poursuivre bien sûr le développement du rêve en respectant les ambitions et les standards votés en 2021. Et l'autre élément bien sûr c'est de tenir l'échéance, parce que plus on attendra et plus les cyclistes seront en difficulté. Un autre élément sur la métropole, ici c'est une carte des communes qui sont à 30 km/h. C'est assez inintelligible, incompréhensible. Lorsqu'on circule sur plusieurs villes, lorsqu'on traverse la métropole, on ne sait plus si on est dans une zone à 30, dans une ville à 30, dans une ville à 50. Et donc nous, ce qu'on propose, bien sûr, c'est de tout passer à 30, en faisant des exceptions si besoin sur les grands axes, à condition qu'il y ait des aménagements sécurisés. Il faut rappeler que derrière la vitesse, il y a des conséquences. Lorsqu'il y a une collision à 30 km/h, les chances de survie elles sont autour de 90%. Et je vous passe les détails à 50 km. À l'échelle de la métropole, on propose aussi de déployer le M12. Le M12, c'est ce petit panonceau qui permet de transformer le feu rouge en céder le passage. Aujourd'hui, il est peu connu. On voit encore des cyclistes qui s'arrêtent alors qu'ils peuvent passer. Donc on propose de le déployer au grand format et on propose aussi, bien sûr, davantage le faire connaître à travers de la communication et éventuellement d'expérimenter ou de généraliser le M12 qui permet de circuler dans toutes les directions. C'est quelque chose qui existe sur la métropole lilloise ou la métropole lyonnaise. Donc il ne faut pas qu'on s'interdise de l'utiliser. Vas-y.
Le service le service des modes actifs, c'est le service qui gère le plan vélo et le plan marche de la métropole. Donc c'est un service qui nous tient forcément à cœur et qui est très important pour les modes actifs, comme son nom l'indique. On propose de le renforcer en termes de moyens humains, financiers et décisionnels. On a des exemples de cas où malheureusement le service n'a pas été écouté et les aménagements qui ont été sortis n'ont pas été aussi bien qu'on l'attendait. Je pense que la photo parle d'elle-même. On est sur quelque chose qu'on voit souvent sur la métropole, des chantiers avec le fameux cycliste qui est à terre. Pour les piétons, la même chose, prenez le trottoir d'en face. On sait que c'est des choses qui ne sont pas vraiment respectées. Et alors, peut-être que ça couvre les élus et la métropole qui met en place ces panneaux. Mais on veut une charte chantier qui prenne en compte les cyclistes et les piétons lors des travaux. C'est quelque chose qui est en cours de... Il y a déjà des ébauches, mais aujourd'hui il faut que ça sorte et que les élus s'en saisissent. Donc que les élus s'en saisissent et que ça soit mis en place pour tous les chantiers et pas pour les chantiers de... Ici vous avez une photo de ce qui se passe à Paris. Alors c'est pas systématique, mais on voit bien que sur ce chantier qui a pris la piste cyclable, mais la piste a été décalée en supprimant quelques places de stationnement. Une dernière proposition, il me semble, les boulevards. Les boulevards, il y a eu une vraie amélioration lorsqu'on est passé de bandes cyclables étroites à des couloirs de bus. Mais on pense que ça ne séduira pas tous les publics, parce que si on veut attirer les familles entières, les femmes, les personnes qui ne se sentent pas en sécurité sur un couloir de bus large comme ça, on pense qu'il faut aller plus loin et proposer une piste cyclable aussi propre sur les bandes. Je pense que... Donc sur le deuxième pilier qui est circuler dans le quartier, l'idée c'est qu'on puisse apaiser les quartiers massivement, on va dire, avec tout un tas de mesures. Et c'est pas forcément des mesures qui coûtent de l'argent. On sait qu'en ce moment il y a des petites questions budgétaires. Donc l'idée c'est comment on peut appliquer rapidement un apaisement des quartiers généralisé. Aussi on vous a listé un petit rappel de pourquoi il faut apaiser les quartiers. Ça nous paraît hyper important pour notamment améliorer la qualité de vie. Et on le voit, dès qu'il y a des quartiers qui sont apaisés, il y a rarement des personnes il peut y avoir des personnes qui s'opposent au départ, mais à la fin, plus personne ne veut revenir en arrière parce qu'on s'habitue justement à ça. Donc on a 6 engagements pour des quartiers vivants. Le premier, c'est de renverser la hiérarchie et de faire en sorte de privilégier toujours le piéton, ensuite le cycliste, ensuite les transports en commun, puis la voiture individuelle. Et on souhaiterait que cette logique soit, qui est la logique de la personne la plus vulnérable dans l'espace public, qu'elle soit appliquée aussi dans les aménagements. C'est-à-dire que quand demain des services conçoivent des aménagements, qu'ils appliquent cette pyramide de hiérarchie des modes et qu'on pense d'abord à la sécurité des piétons, ensuite à la sécurité des cyclistes, au transport en commun, et puis enfin à la voiture individuelle. Mais qu'on remette au cœur du projet le piéton qui est le plus vulnérable et qui est souvent un peu la variable d'ajustement. On l'a vu, il y a eu tout un tas de plans de circulation qui ont été mis en place. Ici par exemple c'est celui du Bousca, qui est une sorte de triangle vers Ravzy et les boulevards. Ce plan de circulation il a été mis en place à la demande des riverains qui notamment se plaignaient des itinéraires Waze qui passaient par leur quartier pour éviter les boulevards. Et aujourd'hui, à l'ensemble du quartier, on a diminué de 30% les flux de transit dans le quartier, donc c'est un quartier qui est beaucoup plus apaisé. Et la rue qui était constamment embouteillée, où les gens s'étaient le plus fortement mobilisés, qui est celle-ci, on a diminué de 70% le trafic.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun riverain qui souhaite revenir en arrière. Et ça a été fait par la mairie du Mouscat en concertant et en simplement en installant des panneaux et des marquages de peinture. Donc ce n'est pas des mesures qui coûtent extrêmement cher. Dans les autres mesures, on a parlé justement du réseau structurant qui est le REV, le réseau express vélo à l'échelle métropolitaine. Mais évidemment, ce réseau il ne couvre pas tout et il y a certains axes très fréquentés dans les quartiers qui ne font pas partie du REV. Donc on considère qu'il faudrait aussi développer des pistes cyclables qui connectent au REV, comme si le REV était un arbre avec plein de ramifications. Et ces ramifications, ce serait les pistes cyclables, les voies vertes, les velorus qui permettraient de desservir les quartiers. Et ensuite, on aurait du coup des quartiers apaisés, donc peu de trafic, et on n'aurait pas besoin de généraliser des aménagements cyclables dans chaque rue, les petites rues de quartier. Ce qui nous semblait aussi important, il y a aussi la question de comment on incite les gens à ralentir. Et on considère que parfois un bon aménagement, c'est un aménagement où on n'a peut-être pas besoin de panneaux, et on ralentit, où on comprend directement comment on doit se déplacer, l'espace de chacun. Et là, par exemple, c'est la rue Paul Camel qui est à la Bastide. Et ce qui est intéressant, c'est que par la végétalisation, et en marquant les entrées de rue avec une immense haie à l'entrée, on comprend qu'on rentre dans une zone où il faut qu'on aille plus doucement et on casse le côté routier qui nous invite aussi à aller vite. Et donc quand on rentre dans ce type d'aménagement, vous voyez les trottoirs ils sont au même niveau partout, on a cette grande porte d'entrée, de suite on ralentit. Et donc généraliser cette idée de porte d'entrée quand on rentre dans des rues pour les résidents, ça pourrait inciter à ralentir sans forcément mettre des panneaux ou contrôler dans tous les sens. Une autre mesure, c'est augmenter l'espace consacré aux modes actifs, donc vélo plus piéton, en diminuant notamment le stationnement en voirie. Pourquoi cette mesure et pourquoi on a décidé de la préciser? Peut-être une des mesures qui est la plus clivante. Parce que dans de nombreux aménagements qu'on a pu recevoir par les services, il y a une certaine frilosité de la part des élus à supprimer du stationnement. Pour autant, on sait qu'une voiture qui est garée dans la rue, elle reste 80% et c'est quelque part un objet privé qui stationne sur de l'espace public. Et nous, on n'est pas forcément contre, mais l'idée c'est de dire qu'on priorise d'abord la sécurité des usagers, quels que soient les modes, donc les cyclistes et les piétons, et ensuite on voit s'il reste de la place pour le stationnement. Mais quand on réduit les trottoirs pour garder du stationnement, on considère que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de développer et que le plus important c'est que tout le monde soit en sécurité et puisse se déplacer tranquillement et avec des trottoirs accessibles. Une dernière mesure, je sais pas, mais c'est la question des voies de bus. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi dans la métropole, il y a le réseau REV, il y a le plan Marche, mais il y a aussi le réseau de bus express qui se développe. Il y a 7 lignes qui sont prévues. La première est inaugurée, c'est la ligne G. Le 6 décembre, il y a la deuxième qui est la ligne H qui fait les boulevards. Et on voit que les projets du bus express se mélangent avec les projets du REV, qui sont souvent les mêmes itinéraires. Et souvent, on privilégie toujours le bus au dépend de la sécurité des cyclistes. Et nous, ce qu'on propose, c'est de dire qu'une voie partagée bus-vélo, ce n'est pas standard au REV et ce n'est pas un aménagement cyclable sécurisé pour tous. Évidemment, moi, je peux le prendre, je me sens à l'aise, etc., je suis jeune, etc. Mais des publics plus vulnérables, ils ne le sont pas. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, sur la ligne G, où on a des fréquences toutes les 5 minutes avec des grands bus électriques, c'est pas un aménagement où on laisserait son enfant aller tout seul. Et donc, on considère qu'il faudrait re-questionner ça. Et on l'a, par exemple, sur des projets comme la route de Toulouse, où une grande partie des aménagements cyclables, ce sont des voies bus, et alors que c'est un itinéraire REV, donc ce n'est pas standard. Et donc, on ne va pas conquérir des nouveaux usagers. Parce que toute l'idée, c'est pas de faire des aménagements pour les personnes qui sont à l'aise aujourd'hui, c'est comment on va conquérir des nouveaux usagers, des personnes plus vulnérables qui aujourd'hui ont peur. Et c'est pas la voie bus n'est pas une réponse. Alors évidemment, il faut être flexible. Et si on a des bus où la fréquence est très peu élevée, où on a 2 bus par heure, évidemment, le partage il est possible. Mais lorsqu'on a une fréquence élevée, comme sur les lignes de bus express, on considère que ce n'est pas compatible. Là, c'est par exemple l'extrait de ce qui a été fait sur le long des hangars sur les quais. On va parler de la partie pour les piétons. Pourquoi défendre les piétons quand on est une association cycliste? Tout simplement parce qu'une ville ou un quartier qui est adapté aux piétons est adapté et sécurisé pour tout le monde. C'est évident que si les plus fragiles sont en sécurité, les moins fragiles le sont aussi. Alors on a 4 engagements pour les piétons.
premier engagement, comme vous le voyez, c'est développer des cœurs de quartier ou des trames piétonnes dans les villes. Aussi bien pour conduire ses enfants à l'école que pour aller faire ses courses, pas forcément que pour se promener. On est quand même beaucoup plus tranquille et on a envie d'aller à pied quand on est en sécurité. Quand on est obligé de marcher sur un trottoir très étroit avec des voitures qui passent toujours à côté, ça ne donne pas envie de marcher. Voilà, donc le but c'est si la ville ne peut pas faire de grandes zones piétonnes, c'est de faire au moins dans chaque quartier des zones qui puissent être adaptées tout ça pour les piétons. La rue Sainte-Catherine qui pose problème à beaucoup de monde. Avant d'interdire les itinéraires piétons, avant de les interdire complètement en vélo, il faut créer ou mettre en place des alternatives cyclables. Un cycliste qui place la Victoire et qui veut aller vers le Grand Théâtre, à part passer par la rue Sainte-Catherine, il n'a pas d'itinéraire sécurisé. Sur une partie, il n'y a pas sur toute la longueur. Donc ça c'est important d'essayer de mettre en place des itinéraires avant d'interdire les vélos. Et naturellement, si les cyclistes ont un itinéraire sécurisé, ils lâcheront c'est pas agréable de circuler au Sainte-Catherine de toute façon. Alors, il s'agit aussi ici de mettre en place, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, des trottoirs traversants. Actuellement, un piéton qui traverse une rue, descend du trottoir, se retrouve sur la chaussée qui est un domaine pour les voitures et remonte de l'autre côté. Il existe un aménagement qui permet de continuer, le trottoir continue à même niveau, il n'y a pas de changement de niveau, il est sur son domaine et c'est la voiture qui passe sur le trottoir pour traverser la route. Donc la voiture est amenée à faire plus attention, elle doit monter, c'est elle qui est sur le domaine des piétons et plus le piéton qui est sur le domaine de la voiture. Donc ça c'est quelque chose qui est important de généraliser, surtout dans les quartiers. Quand on rentre dans un quartier, on remarque la différence entre une voie qui est très passante et un quartier qui est beaucoup plus tranquille. Ça incite à diminuer la vitesse. Pas de commentaire. Voilà. Donc, quand on refait, avant on faisait que comme ça. Donc ce qu'on demande, c'est que on va rénover les chaussées avec les trottoirs, d'arrêter de faire des bateaux, des bateaux comme ça, qui sont inutilisables par beaucoup de personnes. La solution, c'est de garder le trottoir plat, et la différence de niveau se rattrape juste sur la bordure. Voilà. Ça, c'est bien pour tout le monde, c'est bien pour les... Alors, on va faire une petite parenthèse. Vous avez tous entendu parler des PMR. Tout le monde dit PMR, donc les handicapés. Un PMR, ça veut dire personne à mobilité réduite. Ça veut dire que chacun d'entre nous ici peut être à un moment de la journée, ou de la semaine, ou de sa vie. PMR, ça veut dire bien sûr les personnes en fauteuil roulant, mais aussi quelqu'un qui a une poussette, quelqu'un qui tire un sac, une grosse valise. En fait, c'est toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer facilement, s'il y a un trottoir à descendre, s'il y a... voilà. Même si vous vous promenez avec un enfant en bas âge à la main, vous êtes considéré comme un PMR. Voilà. Donc, c'est pas que pour les handicapés, c'est pour tout le monde. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, profiter de ces aménagements. Bonjour à toutes et tous, je suis Guélène Leroux, donc je représente l'association Vélo Tafa Tressois dont on vous a parlé tout à l'heure. Je ne suis pas l'association n'est pas dans la métropole, on est aux portes de la métropole dans une commune de 5000 habitants. Mais voilà, on a 150 adhérents et donc une bonne partie va faire du vélo sur la métropole. Et à Tresse, on a la particularité depuis 2 ans d'avoir créé un vélobus qui permet d'accompagner les enfants pour aller à l'école à vélo, sachant qu'on a très peu d'aménagements pour faire du vélo. Donc c'est pour ça que je suis là pour vous parler des écoles. On va parler aussi surtout de la mobilité des enfants, qui est devenue un enjeu majeur car ce sont les adultes de demain. Et inciter les enfants à pédaler valorise leur autonomie, favorise leurs liens sociaux, améliore leur santé, oriente les choix qu'ils adopteront à l'âge adulte. Cette activité permet aussi de lutter contre la sédentarité, car
l'inactivité physique des enfants augmente avec des conséquences préoccupantes à long terme. Alors en France, il y a 85% des enfants qui sont équipés de vélos, mais seulement 6% l'utilisent chaque jour. Ça, c'est l'étude de l'ADEME qui est sortie en septembre dernier, qui parle de la mobilité des enfants. Alors, comment encourager la mobilité active chez les enfants? Donc, il y a 3 leviers importants. Et le premier levier se trouve à l'école. C'est à l'école que s'ancrent les premières routines de déplacement. Donc, généraliser le savoir rouler à vélo permet aux enfants de bénéficier gratuitement des apprentissages à la pratique du vélo. Et la gratuité de ce dispositif au niveau de l'école permet de lutter contre les inégalités à l'apprentissage du vélo. C'est un premier outil indispensable pour développer ce type de mobilité, mais il n'est pas pour autant suffisant car il ne changera pas les habitudes de déplacement des parents. Donc, cette fameuse étude de l'ADEME, sortie en septembre dernier, précise que les parents jouent un rôle central dans les pratiques de mobilité de leurs enfants et 90% de ces parents s'inquiètent du manque de sécurité sur le trajet. C'est là qu'on en vient au deuxième levier, qui va être bien sûr la mise en œuvre d'infrastructures adaptées et sécurisées pour rejoindre l'école comme des pistes cyclables, une signalétique adaptée. Mais l'aménagement alternatif qui peut avoir beaucoup de poids, c'est la rue scolaire ou la rue aux enfants. Ce sont des rues fermées à la circulation automobile, soit aux heures d'entrée et sortie des écoles, soit de façon permanente. C'est un moyen très simple mais très efficace d'agir sur plusieurs champs. Réduire le trafic, sécuriser les abords de l'école, réduire la pollution de l'air. Rappelons que les enfants sont les premières victimes de la pollution. Et montrer qu'un autre modèle est possible. La popularité de ce concept, qui a vu le jour en Belgique et en Italie il y a 10 ans, vient de son succès auprès des usagers et usagères qui en bénéficient. Le troisième levier, c'est l'encouragement des trajets actifs dès la maternelle. Donc ça, c'est le vélobus à tresse. Et tout le long du parcours scolaire, en soutenant tout type d'initiative, du type vélobus, pédibus, augmenter les stationnements vélos à l'arrivée à l'école et pourquoi pas des ramassages scolaires avec des rosalis. Voilà. Maintenant, on va aborder la question de l'intermodalité et notamment du stationnement, parce qu'on sait que dans les facteurs d'abandon de la pratique cyclable, notamment le vol de vélo, c'est un des facteurs principaux. Donc le stationnement, c'est un enjeu qui est crucial pour développer durablement le vélo. Et enfin l'intermodalité, on a aussi beaucoup de projets sur la métropole comme le RER métropolitain. Et donc l'idée c'est de voir comment on peut accompagner ces grands projets de transport et comment le vélo et les piétons ont leur place à faire. Ici c'est une photo du nouveau parking vélo de Lyon qui a été inauguré très récemment. C'est à la gare de Lyon, pendant la gare de Pardieu. Et c'est clairement le modèle que nous on souhaiterait voir le jour à la gare Saint-Jean. Il y a un projet de nouvelle gare, pour refonder la gare Saint-Jean, et on pense qu'avoir un grand parking à vélo sécurisé, ça serait un indispensable pour imaginer la gare de demain. Et le modèle qui a été développé à la Pardieu, que je vous invite vraiment à voir, qui est vraiment au standard de ce qu'on peut voir aux Pays-Bas, c'est un modèle qui est intéressant et qu'on souhaiterait voir dans toutes les gares de la métropole, en lien avec le développement du RER métropolitain. Voilà, proposer des stationnements sécurisés, faciles d'accès et quantitativement adaptés à chaque gare ou pôle multimodal. Les pôles multimodaux, c'est tous les gros nœuds de transport, et ça peut être aussi des endroits où il est intéressant de développer des offres de stationnement pour vélo, parce que par exemple on peut faire tout un trajet à vélo, puis finir le dernier bout en train, ou même en tram ou en bus. C'est une autre photo de la fameuse rampe qui descend justement au parking vélo. On voit que c'est des infrastructures qui ont été pensées vraiment pour les cyclistes, où la pente est fluide, on n'a pas à pédaler en danseuse. Tout est conçu vraiment pour gérer les flux vélos de manière la plus confortable et sécurisée. À Bordeaux, on a notre équivalent de parking vélo sécurisé qui a commencé à être développé par Medpark. Medpark, c'est la régie de la métropole qui gère les parkings métropolitains. Donc aujourd'hui,
ils ont développé des nouveaux parkings à vélo qui s'appellent les Medstations. Et c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, sur lequel Vélocité a aussi travaillé. Et donc l'idée c'est que ce modèle qui fonctionne, de le généraliser à l'ensemble de tous les pôles d'intérêt majeurs où on a des problèmes de stationnement, et évidemment donc, les gares. Les problèmes qu'on peut avoir, c'est la difficulté de rentrer dans ces parkings. Par exemple, il faut parfois un abonnement spécial pour les différents parkings, et nous ce qu'on voudrait c'est qu'il y ait un abonnement simplifié, unifié à l'ensemble des parkings de la métropole, où on puisse autant avoir l'abonnement pour stationner son vélo au quotidien, que payer occasionnellement si on veut laisser son vélo de temps en temps. Finalement, ce qu'on demande, c'est que le système qu'on a pour les parkings voitures, on ait la fluidité et la simplicité pour les parkings voitures, on la retrouve dans le fonctionnement des parkings vélos. Une autre solution pour sécuriser les vélos, parce qu'on ne peut pas créer des Medstations ou des parkings vélos sécurisés partout, ça demande du foncier, ça demande des grands moyens, c'est la Vélobox, c'est ce qui a été développé notamment par la métropole. Ça mesure 5 mètres, donc c'est vraiment la dimension d'une place de parking. Et ça peut se poser assez facilement en remplacement d'une place de parking justement. C'est plus adapté à des tissus, on va dire, de faubourg ou de maisons individuelles qui sont moins denses et où un parking vélo sécurisé de grande ampleur n'aurait pas de sens. C'est une réponse ponctuelle, pas très chère et qui est facile à installer. Et ça fonctionne, il y a 5 vélos qui sont rangés dedans, et en fait on se signale auprès de la métropole de la mairie, je ne sais plus, et on vous donne une clé. Donc chacun a sa clé, et donc c'est pour ça que c'est sécurisé et que c'est abrité aussi. Une autre mesure qui est le vélo par TVM, donc l'ancien V-Cube. L'idée, ça serait de justement renforcer le maillage territorial. Trop souvent, on peut avoir des stations qui sont soit en panne, soit qui sont saturées, où justement il n'y a pas de vélo. Et quand on fait l'expérience de Paris, par exemple, on a vraiment des stations de vélo à chaque coin de rue. Et donc on voit qu'un maillage important, ça peut aider au développement de la pratique. Et finalement, quand on a une sorte de masse critique de stations, l'ensemble du réseau devient beaucoup plus attractif. Et faire juste 2-3 stations de temps en temps, c'est pas assez attractif. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que le projet rêve, soit support aussi de ce développement du vélo par TBM, et que par exemple, le long de chaque itinéraire, on ait tous les 500 mètres une station. Moi, je partais directement sur l'uniformisation de la couleur des aménagements cyclables, les engagements sur le confort et la sécurité du cycliste. Il y a une étude en Allemagne réalisée sur les pistes cyclables à Berlin qui a démontré que les aménagements qui fonctionnent le mieux sont ceux qui sont basés sur le principe de sémiologie de l'espace public. Donc en gros, lire et comprendre l'aménagement améliore la sécurité des cyclistes, incite les automobilistes à respecter les aménagements cyclables. Cette étude a aussi démontré que colorer les aménagements cyclables réduisait le nombre de cyclistes sur les trottoirs, le nombre d'automobilistes stationnés sur les aménagements cyclables et donc les conflits entre usagers. En France, le CEREMA fournit un corpus de recommandations afin de normaliser et uniformiser les aménagements sur tout le territoire. Pour autant, il est difficile pour les cyclistes souvent de comprendre où ils doivent se placer. Donc cette volonté de normer est importante et primordiale, mais elle devrait aussi concerner la couleur des pistes cyclables, comme aux Pays-Bas et en Belgique. On peut imaginer une couleur qui sera unique sur l'échelle de la métropole. Voilà, c'est ça qu'on imagine. Alors, on pourrait dire, voilà, stop au stabilisé et oui à l'enrobé. Il y a une association qui s'appelle AF3V et France Nature Environnement qui ont édité en mai 2024 un guide sur les revêtements des voies vertes, très intéressant, qui s'adresse aux collectivités pour les aider à y voir clair sur le choix des revêtements et surtout lever des idées reçues. Les usagers veulent du confort, de l'accessibilité, de la sécurité, et les élus veulent du durable et du prix raisonnable. Ce guide démontre qu'il est possible de réunir ces deux critères tout en respectant l'environnement. Longtemps, les revêtements dits stabilisés semblaient en phase avec l'image de protection de la nature.
l'expérience, les études menées et l'amélioration des produits utilisés pour construire ces pistes cyclables vient casser ces fausses croyances, car contrairement aux apparences, le bilan écologique des voies cyclables revêtues en enrobé est meilleur pour l'environnement que celui en stabilisé. Je vous invite, ou même en béton, je vous invite à prendre connaissance de ce guide. Et donc faire le choix de l'enrobé, c'est rendre les aménagements plus confortables, plus sécuritaires, plus durables, plus accessibles et surtout plus inclusifs. Trop intéressant. La mesure suivante, c'est généraliser la création des trottoirs traversants et des pistes traversantes. C'est ce qu'a pu vous expliquer tout à l'heure Virginie. L'idée, c'est évidemment de renforcer, de ne pas avoir à franchir la route qui est, on va dire, le langage routier, pour que ce soit le langage piéton-vélo qui soit dominant et que finalement la voiture se retrouve invitée à franchir le trottoir et plus le piéton invité à franchir la route. C'est inverser la priorité, inverser la hiérarchie. Et donc ça marche évidemment pour les pistes cyclables aussi, où il y a certains territoires où on avait vu la photo des trottoirs en vague, ou un itinéraire entier où on fait 5 km à vélo avec toutes ces postes, c'est pas possible. Et donc les trottoirs traversants, c'est aussi une réponse à ça. Ici, c'est une photo à Montreuil, si je dis pas de bêtises. C'est les bordures. Ouais. Ça, je voulais bien le faire. Parce que je vais me faire la porte-parole de la mobilité à vélo domestique. Parce que moi, j'ai des enfants et des courses tous les jours. Et quand pour 2 km, on franchit une vingtaine de bordures perpétuellement, c'est un enfer. Et donc même 2 cm, c'est trop. Voilà. Et en plus, ça voile les roues, ça crée des crevaisons et même des chutes. Voilà. Donc là aussi, je m'appuie toujours sur le CEREMA qui a produit les 8 recommandations pour réussir sa piste cyclable en février 2021 et qui préconise qu'on privilégie des raccordements pistes cyclables chaussée à 0, c'est-à-dire sans bordure. Et il propose par ailleurs une solution avec 2 caniveaux modulaires qui permettrait d'avoir un franchissement sans à-coups. Voilà. Ça c'est très important pour rendre les aménagements beaucoup plus inclusifs. Ici, ce que vous voyez, c'est un arrêt de bus flottant. Alors derrière ce joli mot, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui, souvent on a une bande cyclable, et quand on arrive au niveau de l'arrêt de bus, il y a les zébras de l'arrêt de bus, et donc finalement, quand on arrive à vélo, le bus lui est obligé de se garer à son arrêt, et il est un peu obligé de serrer le cycliste, et ça nous crée des dangers. Ici, l'idée c'est de déporter la piste derrière l'arrêt de bus, pour qu'il n'y ait plus ce conflit-là. Et donc ça facilite la vie des chauffeurs de bus, et ça facilite la sécurité des cyclistes, et ça permet justement d'avoir une continuité, avec aussi l'idée de libérer les trottoirs des arrêts de bus, pour que le trottoir serve vraiment pour la circulation des piétons, et la zone d'arrêt déportée. Ici, pareil, aussi dans cette optique de ne pas avoir d'aménagement lourd, souvent, il y a un risque qu'on connaît bien cycliste, c'est le risque de se prendre une portière. Et souvent, on peut avoir des bandes cyclables qui sont tellement étroites qu'il vaut mieux ne pas les emprunter, parce que sinon, c'est prendre le risque de se prendre la portière. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est d'inverser le stationnement et la bande cyclable, et finalement de demander aussi d'avoir ces 50 cm, mais qui peuvent sauver des vies, qui sont ces 50 cm pour pouvoir ouvrir la portière. Et ça permettrait justement de sécuriser les pistes et aussi limiter le stationnement sauvage. Parce que souvent les bandes cyclables, on peut avoir des stationnements sauvages. Avec cette solution-là, on n'aurait plus le problème, vu que les voitures créeraient une sorte de barrière au stationnement sauvage. Et ça, il suffit juste d'inverser et c'est un coup de peinture à faire. Et alors, de la même façon qu'on a parlé de colorer les aménagements cyclables et pistes cyclables, les sas vélos,
c'est pareil. Les peindre, ça incite les automobilistes à respecter le sas vélo. Et donc, il y a des villes comme Bologne, en Italie, qui a peint en rouge le sas vélo pour qu'il soit réellement bien visible. La ville de Rennes, donc là, c'est ce qu'on voit. Ça, c'est à Rennes. Et c'est l'artiste Florent Schneider qui a peint des messages plutôt drôles et décalés afin de sensibiliser les automobilistes à la présence et au respect des sas vélos. Et donc toutes ces actions ont montré en plus leur efficacité. De la même façon, alors je vais peut-être sauter après, mais ça va ensemble, il y a la ville de Paris qui petit à petit retire les répétiteurs de feu. Les répétiteurs de feu, c'est le petit feu qui est en bas du grand. Et du coup, je suis désolée. Et parce que je trouve que ça va un peu ensemble. Et en fait, ils retirent ces répétiteurs de feu parce que ce répétiteur incite les automobilistes à s'approcher et donc à empiéter sur le sas vélo, voire même sur le passage piéton. Donc ça a au moins l'avantage d'être une action qui coûte très peu cher parce qu'il suffit de les démonter en fait petit à petit. Et alors, les sas vélos colorés, les pistes cyclables colorées et les répétiteurs de feu, tout ce genre de recommandations sont réunies dans la recommandation numéro 23 du rapport Barbe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce rapport. Ce rapport a été élaboré par Emmanuel Barbe, diffusé en avril dernier, à la demande du ministre des Transports pour prévenir les violences routières envers les cyclistes suite au décès de Paul Barry. Donc ce rapport Barbe est une mine de recommandations justement pour éviter les conflits d'usage et les conflits entre cyclistes et automobilistes. C'est une mine d'or sur laquelle nous aussi on s'appuie, on se repose pour vous faire ces propositions ce soir. Alors ici, peut-être que certains connaissent, c'est le principe du rond-point hollandais. C'est pas simplement une piste qui fait le tour de l'anneau, mais c'est tout un dispositif qui permet d'augmenter la visibilité et donc d'être en sécurité. Ce qui se passe ici, c'est que dans un rond-point hollandais, on a toujours cet espace de stockage qui fait 5 mètres, donc la largeur d'une voiture, et elle permet, lorsque l'automobiliste arrive, d'arriver perpendiculairement à la piste et donc de complètement voir le cycliste. Alors qu'aujourd'hui, comme il est parallèle, il peut souvent se retrouver dans l'angle mort, et c'est comme ça qu'on a des accidents. Avec ce dispositif-là, l'automobiliste est plus serein en abordant le carrefour parce que sa visibilité est maximale, et le cycliste se sent en sécurité. Ce qui est important aussi, c'est de dire que finalement, là aussi, on renverse la priorité des flux. Souvent, le piéton, il attend de pouvoir traverser, et le cycliste aussi. Là, la piste cyclable et les piétons sont prioritaires, et c'est à la voiture qui s'engage ici de faire un cédé-le-passage. Repasser le code de la route, mais on peut aller éduquer, accompagner, mais de manière positive et constructive sur les pratiques du vélo, super important. Et voilà, on communique et autres. Et un autre point, des rencontres, en fait le problème c'est que, notamment dans les services administratifs, en fait depuis Pompidou, on a été pas mal éduqués au tour bagnole, etc. Et la culture vélo, les compétences vélo et toutes ces choses-là, on ne les a pas forcément. Ils sont en train de se réétoffer, on a vu que sur les services de mobilité de la métropole, il faut être plus nombreux, mais on a besoin de réinsuffler cette culture vélo, de réaccompagner nos élus, les agents administratifs, et qu'il y ait beaucoup plus d'interaction entre les assos et les différents acteurs pour faire avancer. Moi, c'est tout simplement, je me souviens qu'un élu, il était très content des nouvelles pistes, des coronapistes sur les boulevards. C'était beaucoup mieux maintenant qu'il y avait ces nouvelles pistes cyclables. Et il ne comprenait pas, parce que lui, il est à l'aise, comme nous, en vélo, mais il ne comprend pas qu'en fait, non, ce conflit d'usage du bus-vélo, c'est un problème. Pour nos enfants, rouler sur les boulevards, ça ne colle pas. Et en fait, il pensait pour lui, parce que pour lui, c'est quand même beaucoup mieux. Il dit, t'as vu, on a fait mieux. Oui, c'est mieux, mais ce n'est pas encore suffisant. Et il y a besoin d'acculturer comme ça. Pareil, la police municipale, ils ne comprennent pas que pas verbaliser, ils ont peur de verbaliser autour des écoles les gavets mal garés, mais ne pas verbaliser, c'est développer un sentiment d'impunité autour des écoles. Et donc là, il y a besoin d'accompagner les ASVP, les services, etc., pour partager cette culture commune. Et c'est ça qui va participer, cette collaboration sur le long terme. Mais tous les adhérents des maisons du vélo, tous ceux qui sont impliqués là-dessus, et donc que vous trouvez, c'est ça qui nous permet de lever les freins beaucoup plus rapidement. Donc voilà les 4 points qu'on voulait développer là-dessus. Oui. Les candidats et les candidates pour porter ces idées. Je peux aller sortir dessus.
Donc, sur le site, vous pourrez retrouver toutes les propositions ainsi que des propositions supplémentaires. Sur le site, vous retrouvez donc toutes les catégories qu'on a évoquées ce soir. Et l'idée, ça va être de distribuer un accès aux candidats et candidates pour que chacun se positionne par mesure. On a eu des difficultés avec le bilan du calendrier précédent. Là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus souple, ce que William vous racontait en introduction, d'être beaucoup plus souple, de permettre aux élus, aux candidats et candidates de sélectionner les mesures. Et donc, pour que tout ça soit visible, il nous fallait un site sur lequel donc, vous allez pouvoir consulter les différentes mesures et aussi les mesures par ville. Comme ça, vous pourrez comparer les listes, laquelle s'engage sur telle mesure, laquelle s'engage sur telle autre. Et l'idée derrière les engagements et les refus, c'est aussi d'argumenter, de détailler les endroits, les ambitions sur chaque point. Voilà. Je pense que c'est ça. Je me suis amusé avec les listes de 2020. Il y avait 108 listes à l'échelle de la métropole. Ça fera 108 liens à partager avec les différents candidats et candidates, avec les listes et que chacun s'engage assez finement. J'ai lu, c'est Non, c'est pas. c'est une première et ça va nous faciliter le boulot sur le terrain. C'est vraiment un super outil qu'on peut s'approprier. Bravo. J'ajoute un dernier point. Donc là, le site il est en configuration élection. Et bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est de faire un suivi après les élections. Une fois que les listes sont en place, on fera un suivi pour voir si les engagements sont mis en place et avec quel délai. Mais derrière, lorsqu'on rencontrera les listes, on partagera un lien qui leur permettra d'accéder à une page auquel la population n'a pas accès, sur lequel chacun va pouvoir saisir ses engagements, ses refus, et en même temps différents arguments. Et il y a un espace en fait pour commenter leur choix de suivre ou pas les propositions. Par exemple, il y a des propositions qui ne s'adaptent pas à certains territoires. Certains territoires n'ont pas de gare, donc là le maire pourrait dire je ne m'engage pas là-dessus, j'ai pas de gare chez moi, par exemple. Exemple plus facile. Pour recueillir justement les engagements des candidats. Et en janvier, lorsqu'on aura assez de listes candidates pour que vous puissiez les comparer, il ouvrira au public. Donc rendez-vous en janvier pour comparer vos candidats, pour savoir qui est le plus pro-vélo ou pro-piéton. Voilà. Merci à vous.